Bonjour Christina. Bonjour Antoine. On a l'impression aujourd'hui que tout le monde est dépendant affectif. C'est un terme très à la mode ou que tout le monde est évitant. Est-ce que tu penses que c'est un phénomène de société ou un phénomène de mode? Est-ce qu'on est réellement tous devenus dépendants affectifs? Bon, alors pour moi, on a toujours été dépendant affectif, on est tous dépendants affectifs, on arrive avec ça, puisque dépendance affective égale carence affective, égale manque d'amour pour soi, et ça fait partie de l'être humain. Euh, c'est juste qu'aujourd'hui, pour moi, c'est devenu, alors ce que tu appelles un phénomène de mode, c'est simplement qu'aujourd'hui on en parle. Moi, je me souviens quand moi j'ai commencé à en parler il y a un peu plus de 10 ans en arrière, je voyais personne. J'ai moi-même cherché quelqu'un pour m'aider et je trouvais personne. Donc je pense que je fais partie des premières, en tout cas en France, à en parler. Je me souviens dans mes premières conférences, les dames venaient en chapeau, en lunettes de soleil à Paris, en pleine soirée, parce qu'elles ne voulaient pas être cataloguées de dépendantes affectives. Aujourd'hui, il y a énormément de coachs qui en parlent. En fait, ça s'est libéré. Aujourd'hui, tout le monde en parle. Donc, Démocratisé. Est-ce que dans une situation où on voit qu'il y a de plus en plus de divorces, plus en plus d'enfants qui sont laissés alternativement avec le père et la mère, une des causes était le manque du modèle paternel ou maternel, est-ce qu'on ne peut pas imaginer que le phénomène s'amplifie avec le temps, qu'on est de moins en moins équilibré? il y est déjà, j'ai l'impression, enfin moi je ressens qu'on est en plein dedans. Mais pour moi ça aussi ça fait partie en fait de l'expérience nécessaire pour retrouver un équilibre. On est passé par la période où les couples restaient ensemble des années et des années alors qu'ils n'étaient pas forcément heureux. Et aujourd'hui, on bascule dans l'autre extrême où il y a énormément de séparation. Pour moi, ces deux extrêmes sont nécessaires pour retrouver l'harmonie, revenir en fait à l'équilibre, parce que ces deux extrêmes nous permettent, pourquoi il y a autant de séparations, de divorces aujourd'hui, parce que l'être humain est en train d'apprendre à identifier ses besoins et à s'aimer. Et après, il va pouvoir apprendre à commencer en fait à choisir des partenaires qui vont être davantage compatibles avec lui, parce qu'il y aura de plus en plus de guérison. On contribue en fait malgré nous à la guérison de nos enfants, même si on peut, bien sûr qu'il y a de la souffrance, mais nos enfants sont également venus pour apprendre à guérir leurs blessures, et c'est inévitable, c'est incontournable. La manière dont on va nous travailler sur notre dépendance affective, sur nos blessures, aura un impact sur la guérison de nos enfants. On est des modèles. J'ai du mal à comprendre ça. J'ai pris un taxi il y a une demi-heure, il m'a dit, mais aujourd'hui, je ne me verrais pas d'être dépendant d'une femme. Je suis taxi, seul, heureux. Je garde mon argent pour moi, mon énergie pour moi. J'ai l'impression que les humains, les êtres adultes, deviennent de plus en plus autonomes, même émotionnellement, deviennent autonomes et indépendants affectivement. Mais j'ai l'impression que les enfants en payent le prix aujourd'hui. Oui, et puis cette indépendance affective, ce n'est qu'une illusion, hein, c'est pas la réalité, hein. Les enfants en payent le prix. Ça pourrait être évité si l'être humain, si le couple, même quand il se sépare, apprenait à se séparer d'une manière adulte. Parce qu'en fait, ce qui va justement créer cette souffrance, et chez les parents qui se séparent, et chez l'enfant, c'est le fait qu'en fait, on est tous des êtres immatures, hein. On est tous en train d'apprendre à devenir émotionnellement matures. Mais en fait, ça prend du temps. Mais elle fait partie de la vie. Moi, si je prends mon exemple avec mes enfants, je vois l'évolution. Je vois la période où il y a eu la séparation, où moi-même j'étais très immature émotionnellement. Forcément, le père de mes enfants l'était également. Et c'est souvent ce qu'on voit, même si de plus en plus on voit des couples qui se séparent en étant intelligents et en étant plus matures. Et ça va aider les enfants. Mais moi, j'ai vu la progression, par exemple, en ce qui me concerne, au fur et à mesure, avec mes enfants. Donc très difficile au départ. Bien évidemment, ils ont payé le prix parce que ils étaient en bas âge et que ils étaient en souffrance émotionnelle. Mais il faut accepter que ça fait aussi partie de la guérison qu'ils sont venus apprendre à vivre, à libérer. Et ce qui compte, c'est là où on en arrive à un moment donné. Donc il faut accepter qu'on est tous des êtres en perpétuelle évolution, que même si au départ, quand il y a la séparation, tout le monde souffre. L'important, c'est de continuer à travailler sur soi pour grandir émotionnellement, pour devenir en fait mature. Et ça va avoir un impact positif chez nos enfants. Et moi, je le vois aujourd'hui. Mes enfants aujourd'hui sont adultes, mais autant à l'époque où j'ai vécu le divorce, donc il y a une vingtaine d'années, c'était très difficile pour mes enfants et au fur et à mesure, on a guéri ensemble. J'ai guéri avec eux, j'ai appris à parler avec eux. Je leur cache pas les choses. Et en fait, notre dialogue a évolué
Et c'est un dialogue qui est authentique, qui est vrai, et on ose se dire les choses, alors que il y a 20 ans en arrière, c'était pas possible. Donc, ça fait partie du processus. Il faut garder espoir et c'est pour ça que moi, j'invite les gens vraiment à travailler sur eux pour apprendre à s'aimer, à être bien avec eux, parce que ça aura forcément un impact chez les enfants. Et puis, ça fait partie de l'apprentissage du détachement. On est venu pour apprendre à se détacher. Mais l'être humain, il voit encore beaucoup le détachement comme quelque chose de souffrant. Et cette perception, en fait, elle crée cette souffrance. On peut s'aimer tout en étant séparés. Christina, on devrait apprendre aux parents aujourd'hui à mieux gérer leurs émotions, à s'aimer eux-mêmes, à laisser le passer pour que les enfants aillent mieux. Et c'est probablement dans les prochaines années ce qu'on va apprendre à faire, vu qu'on progresse tous doucement ensemble. Malheureusement, ce que j'observe, c'est que 9 fois sur 10, ou 99 fois sur 10, ça se passe mal. Ton problème, c'est ton père. Ton problème, c'est ta mère. Je suis juste une victime là-dedans. Dans une société qui se victimise en permanence, on arrive forcément sur une forme d'aliénation parentale. C'est ça. Oui, c'est ça une explication. Donc là, évidemment, le parent, c'est un petit garçon, c'est une petite fille qui ne peut pas être un parent adulte mature pour son enfant parce que lui-même, il est encore dans sa posture de petit enfant qu'il n'a pas guéri. Et pourquoi est-ce qu'en fait, il va essayer de monter l'enfant contre l'autre parent? Parce que dans sa manière de penser, qui est souvent inconsciente, parce que d'ailleurs si elle était consciente, il ne le ferait pas. C'est sa manière à lui, en fait, d'obtenir une certaine validation dans le sens où moi, je suis un bon parent. En fait, pour être un bon parent, il faut arriver à démontrer que l'autre est un mauvais parent. Évidemment. Ok, donc le problème, en rabaissant l'autre, mais comme à la récréation, je te rabaisse C'est ce que je te dis, toi, on est des et immatures, donc on moi est je des suis êtres meilleur. immatures. Et oui, c'est exactement ce qui se produit là dans cette situation. Et le jour où il y en a un qui en prend conscience, je te garantis que ça s'arrête. Et il n'y a pas besoin que les deux en prennent conscience. Un seul, s'il en prend conscience et s'il arrête ce jeu malveillant, en fait, ça s'arrête. Et en fait, ce qui est encore plus incroyable, c'est que l'enfant, là, bien évidemment, il se sent comme au milieu de deux tranches de pain où il ne sait pas qui choisir, parce que l'enfant n'a pas à choisir, bien évidemment, il aime ses deux parents. C'est une souffrance atroce pour l'enfant. Mais c'est là où justement le parent là qui cherche en fait à démontrer que lui il est un bon parent en voulant casser l'autre parent, quand il arrête de faire ça, comme par magie, l'enfant, c'est pas qu'il prend son parti, mais enfin ce parent-là, il sent que son enfant l'aime et le respecte. Parce que le parent Génial. a Et accepté. ça vient de déjouer tout le jeu. Ben oui, parce que le parent a accepté qu'en fait, il n'y a pas d'exclusivité. On est encore dans une forme d'exclusivité. C'est le parent qui va avoir l'exclusivité de l'amour de l'enfant. Mais mon Dieu, il faut se réveiller, quoi. Instinctivement, j'aurais pensé que l'enfant allait toujours vers le parent le plus faible. Attention, le parent qui se montre le plus faible. Je suis une victime, c'est atroce ce que ton père ou ta mère me fait. Et l'impression que j'ai, c'est que l'enfant va vers la victime. Là où tu dis aujourd'hui que l'enfant va vers l'apaisement. Alors, j'ai un scoop. Bien évidemment, tant que ce jeu malsain dure, l'enfant va vers la victime. Mais progressivement, à partir du moment où il y en a un des deux qui arrête justement de jouer ce jeu-là, ça se fait pas tout de suite. Hein. Mais l'enfant qui a tendance à aller vers la victime, plus il va grandir, plus il va... Parce que le parent, en fait, qui a arrêté de jouer à ce jeu, n'est plus en train de lui mettre des idées dans la tête. Donc l'enfant, il a une capacité de réfléchir par lui-même, d'observer par lui-même. Il va donc observer par lui-même. Il va grandir, cet enfant. Et il va voir les choses. Et c'est à ce moment-là que le parent peut être surpris parce que l'enfant lui-même, il va venir vers l'autre parent lui dire bon, je comprends maintenant pourquoi tu as quitté papa ou pourquoi papa tu as quitté maman, mais je vous aime tous les deux. Moi, ce que j'entends souvent, c'est des pères ou des mères désemparés parce que l'autre, pendant la semaine de garde ou les 12 jours de garde, va passer son temps à dire du mal. Et l'enfant peut finir par en être tellement imprégné, je te parle de mois, d'années, de dizaines d'années parfois là-dedans, que l'enfant va même complètement rejeter l'un des deux parents. Bien sûr, bien sûr. Cet enfant, ce dont il a besoin, c'est d'être en sécurité.
Donc, il va choisir le camp où il sent qu'il va être le plus en sécurité, même si c'est une fausse sécurité. Il faut qu'il survive, cet enfant. Donc en retrouvant notre zen, notre calme, on peut arriver à créer, à changer l'équation sans forcément devoir négocier avec l'autre. Notre zen, notre calme, on ne le trouve qu'en travaillant sur l'amour de soi pour comprendre, pour développer cette intelligence émotionnelle qui nous amène en fait à guérir le petit enfant intérieur en nous qui est en souffrance. Parce que ce qui nous amène à être dans ce jeu malsain, c'est parce que nous sommes un petit enfant intérieur qui est en souffrance et qui utilise l'enfant dans cette histoire, il utilise l'enfant en fait pour se donner l'illusion d'être aimé. Dans le cas où le contact est rompu avec l'enfant, qu'importe l'âge, est-ce qu'il y a des chances après ça que ça finisse dans le temps par se rabibocher? Oui, c'est mon cas, bien sûr, mais à Tu condition. peux nous en parler? Oui, avec grand plaisir, oui, oui. À condition. Alors, parfois, il faut accepter ça, il faut accepter la rupture pour que les liens toxiques soient coupés. Parce que c'est souvent le cas, hein, entre parents et enfants, il y a des liens toxiques. Hein. Et en fait, c'est pas le lien qui est coupé, mais c'est le lien toxique. Quand on coupe le lien toxique, on laisse place au lien d'amour. Et parfois, ça nécessite qu'il y ait une coupure d'un certain temps hein, qui est nécessaire pour que se rétablissent les liens d'amour. Combien de temps ça a été coupé pour toi? Environ 6 mois. Ok. Et accepter l'idée que peut-être ce sera définitif. C'est très douloureux, c'est très très difficile. Mais c'est le fait d'enlever les attentes qui va permettre justement, c'est la même chose que dans la relation, dans la relation amoureuse, hein. Quand on enlève les attentes, c'est d'ailleurs à ce moment-là hein, que les ex reviennent en général, hein, parce que on n'a plus d'attente vis-à-vis de lui. Est-ce qu'on peut donc dire que notre dépendance affective peut avoir un lien direct sur les enfants et les détruire en quelque sorte, ou en tout cas les mettre, les rendre tristes? Ah mais complètement, de toute façon les chiens font pas des chats, hein. Si on est en dépendance affective, nos enfants seront en dépendance affective et notre guérison, le degré de notre guérison aura un impact sur certains sur nos enfants. Puisque nous on change, que notre discours change, que notre posture, notre attitude, notre comportement change et que forcément on est un modèle pour nos enfants. Et en se guérissant soi-même, et pas égoïstement, mais en ne se voyant que soi-même, en guérissant son enfant intérieur, on trouve du calme, on trouve de l'apaisement, et c'est ce qui va résoudre toutes les autres pièces du puzzle. Oui, parce qu'en fait, comme je te le dis, notre comportement vis-à-vis de nos enfants, il va être différent. Et l'autre le ressent. Tu sais, la vibration qui émane de nous, elle est peut-être invisible, mais elle se ressent. On a un corps émotionnel, Ouais. donc on le ressent. Par exemple, comment est-ce qu'on voit ça? Souvent, on me dit, mais comment tu peux prouver ça? Mais il y a des choses qu'on ne peut pas prouver. Il y a des choses qui sont invisibles. Le ressenti est invisible, la vibration est invisible. C'est comme, je te donne un exemple concret, dans la relation, si ta partenaire, elle te dit je t'aime, mais tu sens qu'en fait, son je t'aime, c'est pas vraiment... c'est une déclaration qui est remplie de vide en réalité, c'est superficiel. C'est peut-être un je t'aime pour venir chercher un autre je t'aime, pour voir si toi, tu as des sentiments pour elle. Donc ça, il n'y a aucune preuve, rien ne peut te prouver qu'elle est en train de mentir, que ce qu'elle dit n'est pas vrai. Mais c'est ton ressenti, c'est la vibration qui émane de nous. Tu es experte en dépendance affective. Est-ce qu'il est facile de s'en sortir d'une dépendance affective? Très honnêtement, non, c'est pas facile, mais c'est possible. Pourquoi est-ce que c'est si dur? Parce qu'on le traîne depuis notre enfance et que souvent on s'en rend compte à un moment donné où c'est déjà très très installé en nous. Et donc ça prend un certain temps pour aller en profondeur, comprendre l'origine, d'où ça vient. Encore faut-il être apte à avoir envie de creuser, d'aller faire ce travail. Est-ce que tu pourrais nous dire les signaux qui indiquent qu'on est en dépendance affective? Il y en a plein. J'aimerais commencer par celui où effectivement on se rend compte qu'on est en souffrance dans la relation. C'est quand elle réalise qu'elle répète ça. Elle l'a déjà vécu dans d'autres relations auparavant. J'ai vraiment pu constater qu'on vit de la dépendance affective dans les 5 blessures. Donc c'est les comportements qu'on va avoir qui vont nous permettre d'identifier qu'on est en dépendance affective. Dès qu'on est en souffrance dans la relation, il faut se poser la question, est-ce qu'on est en dépendance affective? Mais en fait, la dépendance affective, il faut déjà comprendre ce que c'est. C'est de la carence affective. On est en manque, il y a un vide en nous. Donc, certaines personnes vont s'accrocher parce qu'elles pensent que ce vide, elles vont pouvoir le combler à travers l'autre, à travers
ce que l'autre va lui apporter pour se remplir. Mais l'autre qui est en face et qui a une partenaire qui s'accroche à lui, il peut être tout aussi dépendant affectif, donc contre-dépendant et codépendant, parce que lui-même, il peut se faire croire qu'il n'est pas dépendant, mais en réalité, il va avoir multiples relations. Donc ça démontre déjà qu'il est en dépendance parce qu'il a également un vide, une carence en lui qu'il cherche à combler, pas de la même manière que les partenaires qui s'accrochent à lui, mais il cherche à combler son vide d'une autre manière. Alors, les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau, c'est le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Est-ce qu'on peut dire qu'une personne dépendante, typiquement, aura du mal à rester seule, même entre deux relations? Oui. Oui et non, parce que tu vois, dans la blessure de rejet, c'est des personnes qui ont tendance à s'isoler, donc elles sont plutôt du style à rester seules. Mais même dans cette blessure-là, il y a de la dépendance dans le sens où en fait, avec ton comportement où tu cherches à t'isoler, c'est aussi un comportement où tu cherches à attirer l'attention de l'autre pour quémander de l'amour, sauf que c'est une manière de quémander qui est silencieuse. On confond souvent dépendance et amour. Oui. Qu'est-ce qu'on fait comme différence? Comment est-ce qu'on peut se dire, tiens, là je mets ça sur le signe de l'amour, en fait c'est de la dépendance? La dépendance, en fait, on la voit tout de suite dès le début de la relation. C'est les fameuses relations fusionnelles dès le début, les papillons dans le ventre, cette sensation d'être dans cette lune de miel au début de la relation. Quand c'est trop intense dès le départ, il y a forcément de la dépendance. C'est un signe, c'est vraiment une alerte au départ. Parce que c'est pas ça l'amour. L'amour n'arrive que à un certain moment de la relation, souvent bien après qu'on connaisse la personne, qu'on a appris à connaître les traits de la personnalité. Bien évidemment, personne n'est parfait, donc on a tous des qualités, des parts sombres, des parts lumineuses. Est-ce que tu me donnerais un exemple concret, par exemple d'une femme qui viendrait te consulter en réalisant que là elle a un problème et là il faut que ça change? Oh, écoute, je vais te parler de celui que j'ai eu hier. C'est aussi simple que ça. Une femme qui est venue me consulter, bah oui, tant qu'à faire, je prends ce qui est le plus récent. Quand elle a commencé la relation, elle est venue me voir parce qu'elle elle vient de vivre une rupture qu'elle n'a pas vu venir, très violente pour elle. Pourtant, avec du recul, elle a tout de suite compris que quand elle a commencé cette relation avec cet homme, ça ne pouvait pas aller de l'avant, ça ne pouvait pas fonctionner. Parce que cet homme, il a été clair avec elle, il voulait juste s'amuser, passer du bon temps et il n'avait pas envie de s'engager. Donc il a été clair avec elle. Évidemment, en fait, elle est tombée dans le piège parce que elle l'a mis sur un piédestal, cet homme-là, au niveau physique. Donc, en fait, elle n'était pas consciente que son manque de confiance en elle l'amenait en fait à choisir des partenaires, donc cet homme-là, dans le sens où en fait, elle se sentait valorisée par cet homme qu'elle trouvait très beau. Et ça vient identifier sa dépendance affective. Ça, c'est vraiment une des situations que j'ai souvent. Des personnes qui rentrent dans une relation. À la base, elles savent que ça ne peut pas fonctionner, mais elles ne sont pas capables d'identifier quels sont leurs besoins là dans la relation. Elles ne sont pas capables d'identifier où est leur dépendance affective. Dans les signaux que j'observe, moi, ça peut être... Il y en a plusieurs qui sont souvent des indices. Le premier, c'est l'impression de ne pas être libre dans le couple, de dire ce qu'on veut, de se suradapter à l'autre pour être aimé. Je suis dépendant, j'ai peur d'être quitté, donc je me suradapte. Il y a ces hommes et femmes qui vont de relation en relation, de manière toujours très intense, à chaque fois. L'exemple classique, c'est une femme qui m'appelle une année, qui me dit, voilà, j'aime cet homme, c'est l'homme de ma vie. Et 6 mois après, elle me rappelle, elle me dit, il y a un souci. Je dis, c'est le même, c'est bien Eric ou Frédéric. Elle dit, non, c'est un autre, c'est un autre. Et 6 mois après, c'est encore un autre, comme une forme de course désespérée à obtenir de l'amour. Et souvent, c'est une souffrance. C'est passer une vie dans l'ombre de soi-même, avec la pire punition qui serait finir sur son lit, dans son dernier souffle, à dire, j'ai jamais réussi à m'exprimer, j'ai toujours eu peur de ne pas être aimé là-dedans. Oui, d'ailleurs, on s'empêche de s'exprimer parce qu'on a peur de perdre l'autre. Donc, on s'interdit d'être soi-même et de répondre aux besoins de s'exprimer. Et finalement, ce dont on a le plus peur, puisque c'est la peur de perdre l'autre qui nous empêche de nous exprimer, finit quand même par se manifester. La dépendance affective, c'est être en carence affective. Mais pourquoi est-ce qu'on est en carence affective? Parce qu'on ne s'aime pas. On ne s'aime pas assez, on n'aime pas certaines parties de nous. Alors, on va attirer à soi des partenaires qui vont justement appuyer sur les parties en nous que nous n'aimons pas. Comment est-ce qu'on peut espérer que l'autre aime ces parties de nous alors que nous, on ne les aime pas? On dit qu'on attire ce qu'on redoute le plus. Ben oui.
Oui, mais ça a une explication, hein. Moi, ça m'a demandé des années pour le comprendre, mais une fois que tu le comprends, c'est un énorme soulagement. J'espère que ça va aider les personnes qui vont entendre ça. D'abord, effectivement, on crée l'objet de cette peur parce qu'on vibre cette peur. Il ne faut pas chercher en fait à se détourner de cette peur. C'est ça le piège. C'est que en fait, on veut se détourner de cette peur, mais cette peur, elle a quelque chose d'énorme à nous enseigner. Et c'est qu'une fois qu'on est capable d'affronter cette peur, de la regarder en face, de l'anticiper pour pouvoir l'affronter au moment où elle se présente, parce que cette peur, elle veut nous enseigner à nous rendre autonomes, à devenir indépendants et autonomes par rapport aux partenaires. Et c'est ça qu'on veut éviter, en fait. On ne veut pas être quitté, on ne veut pas être abandonné parce qu'on a peur d'être confronté à la solitude, au célibat, de finir seul au monde. Et en fait, ça fait partie des expériences de la vie. On est venu apprendre, en fait, que ça, c'est une perception erronée qu'on a et qui est carrément une perception qui peut amener certaines personnes à avoir carrément peur de mourir seul au monde. Donc la vie nous demande d'affronter cette peur, de la dépasser en acceptant l'expérience de vivre l'abandon, de vivre le rejet, de vivre la trahison, pour constater par nous-mêmes qu'on n'en mourra pas. Si on se dit, ok, l'autre, il a décidé de me quitter parce que voilà, c'est la fin de la relation. Et si on se dit, et si c'était une chance pour moi, parce que voilà, ce que j'avais à apprendre avec lui, je l'ai appris. Puis d'ailleurs, c'est une belle occasion d'aller identifier qu'est-ce que c'est venu m'enseigner cette relation et pourquoi est-ce que ça s'est arrêté. C'est toujours parce qu'il y a mieux pour nous. Mais on n'a pas appris à voir les choses de cette manière-là. On a appris à les voir de manière dramatique, à être dans la posture de victime. C'est ça qui nous fait souffrir. En réalité, c'est un immense cadeau quand l'autre nous lâche ou quand la relation s'arrête. C'est parce qu'il y a ce qu'on avait à apprendre de la relation, ça s'arrête là. Et c'est important de faire en fait le point là-dessus. C'est une invitation de la vie à aller de l'avant, à continuer à évoluer, à rencontrer d'autres personnes. Parce qu'en fait, le paradoxe de la vie, c'est qu'on est venu apprendre à s'attacher aux gens, mais le détachement fait également partie de la relation. Mais le détachement, on le voit d'une manière dramatique. Et c'est ça qui crée la souffrance. Il y a beaucoup de gens, j'en ai fait partie de ces gens-là, leur souci n'est pas qu'ils abandonnent, on est dans un monde où on dit on abandonne trop rapidement. Leur souci avec la dépendance, c'est qu'ils restent trop longtemps dans les mauvaises relations. Donc la dépendance mène aussi à rester dans des mauvaises relations plutôt que de se dire ça ne marche pas, je dois partir et éventuellement rencontrer quelqu'un d'autre. Souvent, on perd du temps à ne pas rencontrer la bonne personne parce qu'on se bloque dans la mauvaise relation. Il y a un paradoxe, c'est que celui qui vit la blessure d'abandon d'une manière plus intense, il va s'accrocher. Forcément, il va attirer quelqu'un qui vit une blessure qui est complémentaire à celle de l'abandon, qui est la blessure souvent de la trahison. Donc, celui qui a la blessure d'abandon va attirer quelqu'un qui, lui, est plutôt dans la blessure de trahison, dans le sens où il va, lui, fréquenter plusieurs personnes. C'est là où l'abandonné se sent trahi. Mais en fait, celui qui vit la blessure de trahison, il est tout aussi dépendant dans le sens où, en fait, il se fait croire à lui-même qu'il n'est pas dépendant en multipliant les relations. Il est convaincu qu'il n'est pas dépendant parce qu'en fait, il ne s'attache pas à une personne en particulier. Mais la raison pour laquelle il ne s'attache pas à une personne en particulier, c'est parce qu'il a peur justement de devenir dépendant. Parce que dans cette blessure de trahison, il faut comprendre qu'avant d'avoir développé cette blessure de trahison, on avait déjà la blessure d'abandon avant. Donc c'est une blessure de force, entre guillemets, que la personne va développer pour ne pas voir la blessure d'abandon. Mais en réalité, dans les deux, il y a de la dépendance affective. Ils ont à apprendre tous les deux à se détacher, mais des liens qui sont toxiques. On parle beaucoup des théories de l'attachement, comme attachement sécure, attachement anxieux, attachement évitant. J'ai lu que l'attachement évitant était aussi une dépendance. Voilà, c'est ce que je... Là où on pense qu'il n'y a que l'attachement anxieux qui est une dépendance. En fait, anxieux et évitant se mettent en couple, mais les deux sont des dépendants. Exactement, c'est des codépendants. Comment est-ce que tu peux expliquer qu'une personne qui semble éviter l'amour soit aussi dépendante? Une personne anxieuse, je comprends. Je veux être aimé, prends-moi dans les bras, aime-moi, ne me quitte pas. Mais pourquoi est-ce qu'une personne qui est évitante serait aussi dépendante? Mais parce qu'elle a peur de s'attacher. Et pourquoi elle a peur de s'attacher? Parce que si elle s'attache et que l'autre vient à le quitter, elle va souffrir. Et l'autre raison, c'est parce qu'il a peur qu'en acceptant de s'attacher, si à un moment donné, il a envie
de se désengager, ben, il a peur de tomber dans le piège. Je suis désolée, mais à partir du moment où tu entres en relation, tu es déjà dans le piège. Il faut accepter ça, il faut accepter que ça fait partie de la vie. On parlait de la première ironie qui était on attire ce dont on a le plus peur, dont on a parlé juste avant. La deuxième ironie, c'est donc que on devrait mettre les évitants ensemble et les anxieux ensemble. Malheureusement, il s'avère que c'est pile l'inverse. Ben, oui, en fait, c'est normal, sinon on ne grandit pas. Et pourquoi est-ce qu'on répète ce schéma? On le répète autant de fois que nécessaire jusqu'à ce qu'on prenne conscience du rôle qu'on est en train de jouer. Parce que c'est vraiment un rôle, en fait. Nos blessures sont un rôle qui est censé nous amener à éveiller notre conscience pour arrêter de jouer ce rôle qui nous nuit, en fait, qui nous empêche de nous épanouir, de nous accomplir. Et on est venu à la vie pour ça, pour apprendre à évoluer et à sortir de ces pièges, en fait, de ces blocages qui ne représentent pas qui nous sommes réellement. Nous sommes des êtres libres, à la base. Comment est-ce qu'on s'en sort? Je te donne une... Alors, moi, j'ai travaillé dessus pendant de nombreuses années. Il aura fallu que je me force comme un camé, comme un drogué qui serait en besoin de son shot. Il aura fallu que je me force à rester quelques mois seul, à tester le fait d'être seul pour voir que finalement tout se passait bien et que il n'y avait pas de danger pour ma vie, tout allait bien. Moi, je suis passé par ça qui est finalement assez dur comme forme d'autothérapie. Quelles sont les choses que tu préconises? Quelles sont les étapes qu'on suit pour retrouver un attachement sécure? Ben, ça en fait partie, ce que tu viens de décrire, c'est ce que moi aussi j'ai accepté de vivre. Et c'est justement ce que j'étais en train d'expliquer tout à l'heure, la fameuse peur qu'on ne veut pas affronter. Quand on a peur de la solitude, qu'on a peur du célibat, on n'a pas d'autre choix que de l'accepter. Il faut arrêter de résister à ça. Pour découvrir quoi? Ce que tu viens de décrire. Pour découvrir par nous-mêmes que justement cette peur qui nous hantait, en réalité, au début, c'est difficile parce qu'il y a effectivement cette phase de sevrage, comme on est en train de se sevrer de cette drogue en quelque sorte, hein, parce que ce pseudo-amour, hein, c'est une drogue, c'est pas de l'amour. La personne qui est vraiment du style à avoir peur de la solitude, à avoir peur du célibat, le seul moyen pour dépasser sa peur, c'est de le vivre. C'est pour ça qu'on peut essayer de contourner, de remettre à plus tard, d'éviter. Tout ce que tu veux éviter, tu pourras pas l'éviter. Tant que tu veux l'éviter, c'est comme tu es en train de résister à ça. Plus tu résistes, plus ça persiste. En fait, on est en train de se nourrir de quelque chose qui est éphémère, qui vient de l'autre. Et tout ce qui vient de l'autre ne peut jamais durer puisque c'est l'autre qui décide s'il a envie de donner ou pas. En fait, il faut comprendre la racine. Dans notre enfance, on a vécu telle et telle situation dans laquelle on ne s'est pas senti aimé à la hauteur de nos besoins. On ne s'est pas senti aimé comme on aurait voulu être aimé. Et à un moment donné, à l'âge adulte, il faut prendre conscience que nous ne sommes plus ce petit enfant et qu'à l'âge adulte, en fait, c'est à nous de nous apporter cette nourriture dont on a besoin. Comment est-ce qu'on se l'apporte? En identifiant les parties de nous que nous n'aimons pas pour apprendre à les aimer. Et en fait, on fait tout le contraire. Quand on identifie une partie de nous qu'on n'aime pas, en réalité, on l'aime encore moins, alors qu'il faudrait faire l'inverse. Est-ce qu'on pourrait dire que si on mettait dans une salle plein de dépendants affectifs, même si ça ressemble au final à la fin, l'origine est très souvent différente? Mais oui, parce que ça dépend de chaque personne. Propose un nouveau programme qui s'appelle Apprendre à choisir le bon partenaire. Est-ce que c'est la suite logique de résoudre sa dépendance affective, changer de partenaire ou de recherche par la suite? Oui. Mon premier programme, c'était guérir la dépendance affective. Donc pour moi, c'était important d'enseigner aux personnes qui me suivaient d'où venait leur dépendance affective, pourquoi ils la vivaient, qu'est-ce que ça venait leur apprendre dans leur vie pour les faire grandir et comment se libérer de cette dépendance. Ensuite, pour moi, oui, la logique, c'est effectivement d'apprendre à choisir le bon partenaire entre guillemets, dans le sens où on va quand même, qu'on le veuille ou non, attirer des partenaires qui vont tout le temps réactiver des blessures qui ne sont pas guéries. Mais à un moment donné, au fur et à mesure qu'on avance dans notre guérison de notre dépendance affective, on va être capable d'identifier que c'est nous qui choisissons les partenaires. Souvent les gens me disent mais n'importe quoi Christina, on ne choisit pas, on tombe amoureux de quelqu'un et on ne choisit pas. Oui, je suis d'accord, on va être attiré par quelqu'un, on va attirer quelqu'un, notre énergie fait qu'on attire quelqu'un, mais à un moment donné, tu commences à connaître cette personne, même si on ne connaît jamais entièrement une personne,
surtout que nous sommes tous des êtres en perpétuelle évolution, donc on change constamment, mais les bases sont quand même là. Donc à un moment donné, quand on connaît déjà la personne, qu'on a déjà passé un mois avec la personne, au bout d'un mois, on a déjà vu en fait les bases. Et quand tu identifies que tel aspect, il y a quelque chose ça vient te titiller en toi, à ton avis, c'est quoi sinon choisir cette personne? Tu l'as choisie, que ce soit consciemment ou inconsciemment, mais tu l'as choisie. Donc ce programme, il est là pour enseigner aux personnes à prendre conscience qu'elles choisissent les personnes parce que ça te fait sortir de ta posture de victime et ça t'amène à être en totale responsabilité du choix que tu fais par rapport à ce partenaire. Et d'apprendre également à identifier quels sont tes besoins, qu'est-ce que tu veux dans la relation. Parce que si on n'est pas au clair avec ce qu'on veut dans notre relation, forcément, on va constamment attirer encore et encore et encore le même prototype de personne, il n'y aura jamais de changement, parce qu'on n'est pas conscient de ce qu'on veut dans la relation. Donc la vie, elle est hyper généreuse. Pourquoi est-ce qu'elle ne veut pas te punir quand elle t'envoie tout le temps le même prototype de personne? C'est parce qu'en fait, tu continues de te dire que c'est celui-là que tu veux, alors que la vie t'a démontré, je ne sais pas combien de fois, que ce prototype-là, tu ne peux pas être heureuse avec. Hein. Et tu continues de le choisir. Donc, ça veut dire qu'on ne prend pas notre responsabilité parce que inconsciemment, on ne veut pas changer nous, on veut changer l'autre. Et moi, je pars du principe que tout ce qu'on veut changer chez l'autre, ça représente ce qu'on ne veut pas voir en nous et qu'on ne veut pas changer en nous. C'est tellement plus facile hein, que ce soit l'autre qui change, mais en fait, l'autre ne change pas. Au même titre que nous, on ne change pas. Donc, ce programme, il est vraiment là pour nous amener en fait à identifier, à nous mettre dans notre posture de responsable et d'apprendre à choisir en conscience la personne avec qui on veut construire une relation. J'ai une question qui est un peu dure à formuler. Excuse-moi à l'avance, il y a un risque d'avoir des confusions dans ce que je dis, mais quand on a cette réalisation qu'on est dépendant affectif, quand on commence à travailler dessus et qu'on commence à doucement bouger le curseur, je suis moins dépendant, moins dépendante, j'avance, je me trouve des profils plus équilibrés. Il peut y avoir, un peu comme un drogué qui devrait réapprendre à aller en soirée de manière saine en buvant des jus de fruits ou un alcoolique, qui devrait apprendre à boire de l'eau en soirée, il peut y avoir une sensation de relation un peu molle ou un peu moins pimentée, ou quelque chose qui nous réveille moins nos sentiments. Est-ce que c'est quelque chose que tu as observé? Des gens qui disent c'est bon, j'ai commencé à guérir, j'ai avancé, mais finalement, cette dépendance, est-ce que ça me générait dans mon corps avant? Et ces émotions, finalement, je les ai plus aujourd'hui et ça me manque. Bien sûr, d'abord je l'ai observé pour moi, hein. Il y a plus de 20 ans quand j'ai commencé à travailler sur ma dépendance affective et évidemment que je le remarque chez toutes les personnes que j'accompagne qui sont en bonne voie de guérison. Ben oui, c'est logique. Pourquoi? Parce que à partir du moment où en fait on commence à s'aimer, bien évidemment, on va vers des relations dans lesquelles les montagnes russes émotionnelles, elles diminuent progressivement. Et ça a du sens parce qu'en fait, il faut comprendre une chose, je ne l'ai pas dit tout au long de l'interview, mais ce qui fait qu'on vit ces montagnes russes émotionnelles dans nos relations toxiques, où il y a donc un degré de dépendance affective élevé, c'est parce qu'on va reproduire, répéter un schéma qui vient de notre enfance. Et souvent, on retrouve chez nos partenaires un comportement qu'on a eu avec le modèle masculin dans notre enfance. Ça peut être notre père, ça peut être le grand-père. En fait, il y a eu un modèle masculin dans notre enfance. En général, c'est le père, mais il a pu être remplacé. Ça peut même être la mère, surtout dans les générations actuelles où il y a eu beaucoup de séparations, beaucoup de divorces, et où la mère prend le rôle de la mère et du père à la fois. Et donc, c'est vraiment des schémas répétitifs qu'on vit dans nos relations sentimentales. Donc, les montagnes russes, ça représente ça. Ça représente en fait les traumatismes qu'on a vécus dans notre enfance. Et à partir du moment où on commence à s'aimer, on commence en fait à guérir ces traumatismes. Forcément, on ne va plus attirer des partenaires qui vont nous faire revivre ces traumatismes puisqu'ils ont été libérés. Et c'est ça qui explique. Alors, c'est vrai qu'au tout début, pour la personne qui est en grande dépendance affective, pour elle, ça semble monotone. Elle a l'impression de s'ennuyer dans cette relation. Et en fait, là aussi, je tiens à vous dire que
c'est normal. Quand vous commencez à vivre une relation comme ça, c'est une bonne indication que vous êtes en bonne voie de guérison de votre dépendance affective et que vous êtes enfin en train d'aller vers des relations qui sont plus saines. Même si c'est pas encore cette relation-là dans laquelle vous allez vous stabiliser et rester le plus longtemps. Mais ça y est, vous commencez à être dans des relations qui commencent à être saines, puisqu'en face de vous, vous n'avez plus un partenaire qui vient en fait appuyer sur des blessures parce qu'elles ont déjà été libérées, elles ont été guéries. Est-ce qu'il faut se réinventer totalement dans le couple pour aimer l'autre, non pas en surface pour une dépendance, mais pour qui il est réellement? Je dirais pas qu'il faut se réinventer, mais que il faut laisser la porte ouverte, en fait, à l'inconnu, à des choses qu'on ne connaît pas et que risquent d'être en fait surprenantes et bénéfiques pour nous et agréables à vivre dans la relation. Mais on a peur de cet inconnu en fait. C'est ce qui explique que bien souvent, on sait que la femme en rouge, hein, pour reprendre ta métaphore là, on sait qu'en fait on connaît déjà l'histoire qu'on va vivre, on la connaît déjà, mais comme c'est familier, on est quand même tenté d'aller encore vers ça, alors que l'autre proposition, elle est inconnue et elle nous fait aussi peur, tu vois. Et Bien faut sûr. rester ouvert en fait. C'est des expériences, on est venu pour vivre des expériences et ces expériences vont pouvoir nous permettre d'identifier qu'est-ce qui est bon pour nous. Voilà. Mais moi, je constate par exemple, tu vois, dans le programme Apprendre à choisir le bon partenaire, quand on apprend à faire, je donne un exercice dans lequel j'enseigne à la personne à faire l'avatar de la relation qu'elle veut et du partenaire qui pourrait correspondre à cette relation qu'elle veut. La personne, elle se rend compte, et moi je l'ai également fait pour moi, hein, puisque tout ce que je donne comme exercice, tout ce que j'enseigne, je l'ai d'abord appliqué pour moi. On se rend compte que effectivement, il n'y a plus ces montagnes russes émotionnelles et que dans tous les éléments qu'on cherche dans la relation, en fait, on cherche la paix à l'intérieur de nous. Donc, si on cherche la paix à l'intérieur de nous, il faut accepter aussi qu'il n'y aura plus en fait toute cette vibration émotionnelle qu'on a eue par le passé. Et il faut rester ouvert à ça. Un immense merci pour ton temps aujourd'hui et je vais mettre tous les liens vers tes programmes juste sous cette vidéo. Merci beaucoup.